Bonsoir à tous. Oui, bah du coup, bonsoir à tous ceux qui sont là avec nous pour notre premier live. Premier live, effectivement. Donc sur le thème de la méditation. Donc du coup, on va le faire en deux parties. En première partie, on va interroger Flavien qui va se présenter à nous dans 2 minutes. Et ensuite, il y a Antoine qui va nous rejoindre pour nous faire un autre retour d'expérience. Du coup, Flavien, présente-toi, présente-nous ton parcours. Moi, je vous ai connus tous là par l'ostéopathie, donc lieu sain, par les études d'ostéopathie. J'ai commencé à méditer il y a maintenant quelques années, puisque j'ai commencé en fin de collège, donc ça fait un petit paquet d'années. Voilà, quoi dire Donc, de tu as plus? commencé tes études, tu faisais déjà de la méditation avant. Oui, oui, je faisais. Après, j'ai évolué dans ma pratique, mais j'avais commencé la méditation. Alors moi, j'ai Mhm. commencé par la méditation sur les chakras au début, par curiosité en fait. J'en ai entendu parler par les arts martiaux et donc moi, ça m'a conduit Et à. tu fais quoi comme arts martiaux à côté? Alors là, à ce moment-là, je faisais du Nyon Taijutsu, donc c'est pas très connu. C'est un art martial d'inspiration japonaise. Et après, bon, j'ai continué sur d'autres sports, d'autres arts martiaux, de la boxe thaï après, et de la course à pied, mais ça c'est pas, voilà, c'est autre sport que j'ai fait et qui a un lien avec la méditation, mais ça j'en parlerai plutôt après, je pense. Ok, d'accord. Donc toi, tu as commencé par donc méditation sur le chakra. Pourquoi est-ce que, enfin, par rapport à, je n'arrive pas à poser ma question. Est-ce que tu as eu différents types de méditation que tu as pu explorer Alors, ou comment ça s'est passé au niveau de ton parcours par rapport à ça? au début, c'était vraiment de la curiosité, donc quand j'ai fait sur les chakras, parce que bah voilà, j'y connaissais rien, c'était un peu le côté exotique, je dirais, de la méditation, ou arts martiaux japonais, philosophie étrangère, etc. Donc, Mhm. je suis tombé là-dessus. J'étais sceptique, mais j'ai essayé quand même de voir si je pouvais ressentir les descriptions, enfin ce qui correspondait aux descriptions Mhm. de ces méditations-là. C'était juste se concentrer en fait sur des points du corps pour moi. Et dans un premier temps, vraiment les premiers mois, peut-être même première année, c'était ce qui me permettait de me détendre et de me concentrer avant d'aller au sport. Et puis en rentrant Ok. du collège et puis après, j'ai eu une période un peu sceptique où justement je me suis éloigné de ces pratiques-là, enfin de la méditation sur les chakras, parce que j'arrivais pas Mhm. trop à rationaliser ce que je vivais. Donc j'ai été en quête de réponse là-dessus. Et puis c'est après que j'ai entendu parler en fait de la correspondance entre les chakras et les glandes endocrines. Donc toi, ça doit te parler en tant qu'ostéo. Mhm. Donc différentes glandes, on va dire majeures, enfin très importantes, situées à différents points du corps et qui correspondraient à ces chakras. Donc là, ce sont des tentatives d'explication. Hein. C'est pas de rationaliser et de dire que c'est la réponse, mais voilà. Oui, ils ont fait des, c'est quoi, il y a des études là-dessus? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont pu mettre en évidence certaines glandes, par exemple pour ceux qui sont un peu dans le milieu médical, si tu as des exemples? Pour le coup, je suis pas du tout un expert sur ce sujet-là. En fait, à l'époque, j'étais pas dans le médical, donc la notion de recherche scientifique, etc. J'avais pas creusé ça là, de ce côté. J'avais regardé des sources qui me paraissaient fiables. Maintenant, te dire lesquelles c'était, c'est Mhm. Non, compliqué bien pour moi. sûr. Il y a Mais quelqu'un qui te demande du coup si tu as débuté la méditation mais sans vraiment y croire au début. euh, Est-ce que c'est une méthode empirique ouais, pour toi? c'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire que au début, je cherchais pas forcément des bienfaits en particulier. Je cherchais à voir ce que ça faisait en fait. Mhm. Donc c'était plutôt ça, ouais. D'accord. Ouais, c'est un peu Et, ça, un peu empirique. mm, ok. Donc au début, tu l'appliquais plutôt à ta pratique sportive, donc comme tu disais au collège. Est-ce que tu l'as appliqué dans un cadre plus scolaire ou pas du tout au début? Euh, bah, Ça m'aidait, comme je t'ai dit, ça faisait le lien entre études et sport, donc ça m'aidait à décompresser, on va dire, après les études, après le Mhm. collège. Après, dans un cadre scolaire, vraiment, par exemple à l'école, pendant les études ou dans une stratégie comme ça, non, pas du tout.
C'était D'accord. vraiment personnel et lié au sport à la limite. Mais Ok. Et aujourd'hui, comment tu peux décrire ta pratique de la méditation? Qu'est-ce que ça t'apporte et quel type de pratique tu as de manière générale? après cette période-là, donc du coup un peu exploratoire, on va dire, ça m'a mené à chercher des sources reconnues. Donc je suis tombé sur Naturika. Donc si je peux le montrer, c'était ce petit Ouais. bouquin-là, L'art de la Ouais. méditation. Euh, et donc c'était un petit bouquin très bien fait, qui expliquait très bien en fait ce qu'était la méditation selon l'auteur, les différents types de pratiques qui existaient, avec un peu le regard bouddhiste par contre. D'accord, Donc ok. méditation vipassana, comme on verra après dans la deuxième partie. Mhm. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à cette méditation et c'est devenu le socle de ma pratique, donc c'est-à-dire méditation sur le souffle en fait, en vraiment en laissant sa pensée fixée sur la sensation d'air en fait qui passe à la base du nez et bah, dès que les pensées arrivent et t'embarques, bah tu y reviens naturellement sans t'énerver. Ça a été d'ailleurs je pense, pendant plusieurs années, ça a vraiment été un gros problème parce que j'avais cette envie performative de réussir à atteindre un état en fait particulier. Je savais pas exactement ce que ça faisait, encore une fois, mais je voulais absolument ne plus penser en fait. Enfin, c'était pas exactement ne plus penser parce que je voyais bien qu'il y avait un problème dans cette idée-là, mais atteindre un peu cet état de plénitude ou de vide, mais pas de vide dans un sens péjoratif, hein, dans un sens de Mhm. calme, de stabilité. Et donc dès lors qu'une pensée venait et me sortait de ma concentration, c'était pour moi un échec et ça m'a énervé pendant ouais, je pourrais pas dire exactement combien de temps, mais déjà pendant plusieurs mois ça a été compliqué à ce niveau-là. Et Ouais. Est-ce que et justement pour ouais. quelqu'un qui commence, t'aurais quoi comme conseil à lui donner? Là, Christelle parle de lâcher prise par rapport justement à peut-être ce besoin de performance que certaines personnes pourraient avoir. C'est une bonne Qui question. t'a aidé à t'en détacher un petit peu. Ce qui m'a aidé à m'en détacher, c'est quelque chose que j'ai entendu dans les sports de combat. C'était un instructeur, un grand prof qui disait en fait à un élève devant moi que il fallait pas qu'il s'énerve parce qu'il faisait des erreurs, donc ça agaçait l'élève parce qu'il tournait avec le professeur, donc il voulait rentabiliser son temps, voilà, lui faire honneur, on va dire. Mhm. Et il lui a dit non, mais t'énerve pas de faire des erreurs, c'est très bien. C'est là en fait t'apprends, c'est ce qu'il faut, c'est ce que tu veux en fait. Si tu fais pas d'erreur, tu peux pas apprendre. Donc là tu apprends en fait, c'est génial. Et en fait, cette mentalité, cette posture, en plus de savoir que oui, il fallait pas s'énerver, tout ça, et un passage dans un livre aussi qui traitait de méditation directement, qui parlait de se réjouir en fait. À chaque fois qu'on se rendait compte qu'on avait suivi une pensée, en fait, plutôt que de s'énerver, se réjouir et être reconnaissant en gros. C'est ça Ah, qui c'est hyper m'a vraiment aidé, je pense. d'accord. Et il y a Flore qui te demande si tu as une pratique guidée ou si tu pratiques plutôt l'autoguidage. Ah oui. Moi, j'ai plutôt un autoguidage, bah, comme j'utilise beaucoup Vipassana ou la méditation de pleine présence ou pleine conscience. En Mhm. français, c'est souvent pleine conscience qui est utilisé. Je j'ai pas vraiment de support autre que mon propre ressenti et la technique, enfin, si on peut appeler ça comme ça, D'accord. le fait de revenir, en fait, tout le temps. Ok. D'accord. Et toi, donc, du coup, tu es ostéopathe pour ceux qui nous auraient rejoints plus tard ou qui ne seraient pas au courant. Et en tant que thérapeute, comment est-ce que toi, tu l'utilises pour toi ou éventuellement avec les patients? On va en parler après, mais est-ce que ta pratique personnelle de la méditation en tant que thérapeute, elle t'apporte des choses? Bah, pour moi, oui, vraiment. Elle m'a vraiment accompagné donc à la fin de mon cycle d'études quand on était en clinique, où on prenait en charge des patients en fait tous les jours. Et ça m'aidait vraiment à faire le lien entre la pratique plutôt administrative, si je peux appeler ça comme ça, où on devait gérer des dossiers, en gros, sur les patients, et qui prenaient un gros temps et qui mettaient vraiment, enfin moi, je ressentais une vraie pression par rapport à tout ça, une vraie charge de travail. Et déjà de m'imposer une hygiène mentale, on va dire, et Mhm. de pratiquer avant les séances, ça me permettait de pas être en train de penser
dossiers que je pouvais avoir en retard, à tout ce que j'avais à faire en dehors de la consultation. Donc, déjà une qualité de présence en fait. Et, euh, et également pendant la séance, si je sentais que je commençais à partir ailleurs, c'est vrai que certainement que mon expérience en méditation m'aidait à me refixer sur le moment présent justement et sur ce que je ressentais en fait dans mes mains et sur ce que me disait aussi le patient. Oui, donc à la fois un ancrage avant et pendant. Et du coup, j'imagine que entre les consultes aussi, tu prenais un petit temps entre chaque patient. Oui, mais disons que pour moi la plus importante c'était quand même avant, on va dire, parce qu'une fois que j'étais dans que j'avais revêtu la veste entre guillemets, la blouse, j'étais dans ma posture de thérapeute, j'étais ancré et ça me demandait moins de temps Oui, de me remettre dans cet ancrage que de l'installer déjà. d'accord. Ok. Et il y a une autre Et méditation qui pouvait m'aider. Ah, désolé. non, non, dis-moi, dis-moi. C'était une autre forme que j'ai là travaillé beaucoup plus tard. Par contre, c'est je sais plus comment elle est appelée exactement, mais c'est une méditation de compassion, d'amour altruiste, je Mhm. crois, en français. Et du coup, ça consiste à générer en fait volontairement et à rester dans un état où on ressent de la bienveillance, de la compassion envers des êtres. Alors, au début, on commence par des proches. Ensuite, on étend en fait ce cercle de bienveillance à des gens neutres, à des gens pour lesquels on a de l'antipathie, et après à tout le monde, et à soi-même évidemment aussi. Et Mhm. je trouve que ça m'a aidé dans mon parcours de thérapeute aussi, justement à me prévenir aussi contre la fatigue émotionnelle. Je pense que plusieurs ont entendu parler du burn-out empathique Mhm. que les thérapeutes peuvent subir. À force de toujours entendre les plaintes de patients jour après jour, c'est vrai que ça peut fatiguer en fait, et on peut devenir moins à même à recevoir cette souffrance, et même par rapport à ses proches en dehors du cabinet. Et cette forme de méditation, ça m'a vraiment aidé à justement être disponible et à ne pas me fatiguer à ce niveau-là, à ne pas prendre la souffrance des autres, mais à offrir une posture bienveillante et réceptrice en fait à cette souffrance. Ouais, c'est très intéressant. Est-ce que tu dirais que par exemple ça te permettait d'être dans un état d'empathie sans rentrer dans de la compassion? Pour moi, ce serait l'inverse, mais effectivement sur les définitions, Enfin, en tu vas fait, pas c'est pas dans la partager sympathie, la effectivement. peine de la personne, tu vas, enfin en tout cas tu la conçois, tu l'entends, mais tu l'accompagnes et tu la partages pas avec elle. Ce qui peut être, oui, du coup, je pense assez compliqué à gérer avec tout le monde. Puis même, oui, comme tu disais, avec les proches, les soignants qui rentrent justement dans ces burn-out d'empathie, c'est ça? Ouais, burn-out émotionnel. Ouais. Attends, burn-out empathique. Non, t'as raison, pardon. Burn-out émotionnel. C'est pas ça. Mais oui, c'est empathique pour moi. Non, c'est vraiment intéressant. Et est-ce que tu as déjà pu accompagner des patients dans des démarches? Est-ce que tu utilises la méditation avec eux pendant les consultations? Est-ce que tu les as accompagnés dans le fait de commencer cette pratique-là? Alors, j'ai essayé en tout cas. C'est un outil que je présente souvent. Alors, en général, je parle d'exercices de respiration avant de parler de la méditation parce qu'il y a quand Mhm. même une image qui va avec la méditation, qui peut correspondre ou non. Donc, je présente pas forcément de but en blanc la méditation, essayer de méditer, tout ça. Parce que on ne sait pas comment les patients peuvent réagir aux Oui, images les qu'ils ont en tête. applications. Ouais. Donc, je parle des exercices très pratiquement au début, en parlant de se concentrer sur le souffle, de faire régulièrement tout ça. Et je dis ou méditer par exemple. Et là, bah, dans ces cas-là, je vois si ça leur parle ou pas. Après, en clinique, comme j'avais des patients avec un suivi plus long pour le moment, bah, ça me permettait de mettre une relation de confiance en place et après de leur parler directement de méditation et de réussir à faire méditer certains des patients pour lesquels je trouvais ça cohérent, notamment D'accord. dans les cas où l'anxiété était, ou le stress était vraiment, selon moi, une cause principale des maux en fait. Hmm. Et Et, j'ai pu observer de très bonnes évolutions par rapport à ça, par contre. et ils arrivaient en général qu'est-ce que tu mettais en place avec eux pour qu'ils arrivent à l'intégrer dans leur routine? Parce que
Un thème qu'on viendra aborder plus tard, je pense, dans d'autres lives qui nous tient vraiment à cœur, c'est comment changer ses habitudes, notamment via le fait de sortir de la sédentarisation. On sait que c'est des processus qui sont très très complexes. Ouais. Et déjà juste le fait d'intégrer dans sa routine, que ce soit du sport ou même du coup la méditation, qu'est-ce que tu as pu essayer de mettre en place avec eux? J'imagine que c'est par étapes. Ou que c'est... Oui, déjà, c'était vraiment de leur exprimer ma compréhension par rapport aux difficultés. Euh, Tout de suite, je leur assurais que j'étais conscient que c'était quelque chose de difficile de méditer, d'autant plus tous les jours, parce que Mhm. les essais qui ont été faits, Maxime, qui est dans comment dire, dans le live, pourra en parler mieux que moi. Les études qui ont été faites sur les protocoles de méditation par rapport au stress, à l'anxiété, c'est sur 8 semaines et c'est des protocoles de 1 heure par jour. Donc je sais que c'est un objectif qui est très difficile, vraiment très difficile à atteindre, surtout pour ceux qui n'ont jamais médité. Ah oui, donc il commence avec 1 heure par jour. Mais eux, c'est dans un cadre précis. Donc D'accord. dans un cadre prévu, je sais que c'est très compliqué et donc je leur signifiais, je les encourageais en leur disant que c'était pas parce que un jour ils loupaient la séance qu'il fallait déjà s'auto-flageller sans vouloir ou abandonner en fait. L'important Mhm. c'était si on loupait un jour, essayer de jamais louper 2 jours. Ce genre de petits conseils qui Mhm. vont avec les habitudes en fait. C'est la création d'habitudes. Oui. Et après c'était pendant les comment dire les séances d'après où je faisais un suivi avec les personnes, savoir comment ça s'était passé, leurs doutes, leurs questions, leurs problèmes, et voilà, faire le Mhm. point. Et Et, ça les aidait, je trouve. ouais, et c'est quelque Le chose que fait. du coup ils ont intégré par la suite et qui, ouais, à leur Alors pas petite. tous, pas tous. Par contre, tous n'ont pas, enfin, je dois dire même personne n'a médité tous les jours 1 heure à la fin de ma prise en charge. C'est voilà. Mais par contre, ça les a sensibilisés à ça et plusieurs m'ont dit que ça les avait aidés et que bah voilà, ils mettaient en place au moins des respirations quand ils sentaient que ça allait pas, quand ils sentaient que le stress arrivait. J'ai une patiente où c'était très intéressant, c'était directement à appliquer face à des troubles alimentaires en fait. Où dès lors qu'il y avait un peu de stress, elle prenait refuge dans la nourriture alors qu'elle avait pas faim et tout. Et, euh, et donc bah ça l'a aidé en fait à ce niveau-là et je l'ai encouragée en fait dès qu'elle percevait cette urgence, cette obligation de manger en fait, cette contrainte, bah se poser 5 minutes et respirer, voir ce qu'il en était en fait. D'accord. Et le fait Ouais, de donc, revenir séance après séance dessus, je trouve que ça a aidé les patients parce que certainement la première fois que je leur en parlais à la clinique, en tout cas en 5e année d'ostéopathie, euh, beaucoup l'entendaient au début, mais je trouve que c'est plutôt quand je revenais dessus à la séance d'après où ils se disaient que c'était quelque chose de sérieux en fait, que ça avait peut-être un vrai intérêt et que après j'avais voilà des résultats. oui. C'était pas juste un conseil un peu bateau d'hygiène de vie que t'aurais dit à tout le monde comme ça. Peut-être qu'ils sentaient aussi que tu pouvais les accompagner là-dedans, qu'il y avait un espace où ils pouvaient en parler et qu'ils seraient un peu, oui, accompagnés. C'est Le ça. fait que tu le reverbalises à chaque fois, non, c'est intéressant. Et oui, et en plus, là, ton début de retour d'expérience par rapport aux personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire en l'occurrence, mais j'imagine que ça peut aussi s'appliquer à plein de formes d'addiction où il y a vraiment des suivis pertinents qui peuvent être faits là-dessus. Tu parlais de Mathieu Ricard, il me semble que tu avais un peu lu aussi Christophe André. Oui, exactement. J'ai lu John Kabat-Zinn, donc celui qui a mis en place la clinique du stress et de l'anxiété aux États-Unis. Euh, D'autres sources qui peuvent être pas mal. En vérité, ce sont mes sources principales déjà. Et Mm. après, ce sont des sources, comment dire, plus diverses où là, c'est simplement par recoupe des différentes sources que bah, j'ai appris des nouvelles choses ou que je regarde un petit peu ce qui peut être dit ailleurs ou autre. Mais c'est vrai que maintenant, je suis moins dans la prise d'information depuis quelques années. Hormis quand c'est une forme de méditation que je vais pas bien connaître, etc. J'essaie d'avoir des balises en fait. Oui, Mais bon, voilà. En termes de sources, c'est principalement ces trois-là. d'accord. Et donc, toi, de manière générale, tu as plutôt une pratique solitaire, entre guillemets.
Ouais, Tu totalement. n'as jamais pratiqué en groupe ou dans d'autres cadres, à part quand tu accompagnes du coup les patients ou en consultation, parce que du coup en traitement, oui aussi, tu peux te mettre dans cet état-là avec eux, forcément, Je j'imagine. pense que c'est un état, oui, c'est un état modifié de conscience potentiellement, en tout cas, je pense quand on est en traitement. Mm. Mais pour moi, c'est différent de, par exemple, la pratique formelle que je vais avoir en étant seul et en méditant assis ou en marchant chez moi Oui, ou ailleurs d'ailleurs. oui. Ah, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions éventuellement, que ce soit des thérapeutes ou pas que des thérapeutes, nous ne sommes pas fermés. Je regarde parce que il y en avait qui disent qu'ils défilaient, mais je crois que globalement on a répondu à toutes. Ouais. Je sais pas si Maxime est encore là, s'il veut nous parler de sa revue de littérature. Il me semble qu'il évoquait la méditation. Alors Félicien qui demande, tu parles de formes de méditation, tu peux expliquer les différentes formes pour nous autres débutants? Oui, bah, Flav et avec Clément. plaisir, avec plaisir. Quand je parle de différentes formes, c'est différents exercices, on va dire. Mathieu Ricard dit qu'en fait, la méditation, quand on le traduit, euh, ça s'appelle, enfin, ça veut dire cultiver quelque chose. On cultive quelque chose, donc un état d'attention, par exemple. Quand on va se concentrer sur le souffle pour le vipassana, on va se Mm. concentrer sur la sensation de l'air, donc froid, chaud, qui va entrer puis sortir des narines, donc à la base du nez, la racine du nez. Ou plus facile au début, la sensation de gonflement et dégonflement du ventre. Et juste rester dans cette présence-là, cette concentration, on va dire, ce focus là-dessus. Donc c'est assez, je trouve ça assez facile dans le concept. Après, c'est l'application qui est plus compliquée. C'est revenir, faire attention à ne pas se faire embarquer par ses pensées, ou plutôt en prendre conscience quand on se fait embarquer par ses pensées. Ça Mm. arrivera forcément. Donc, tout l'exercice, c'est de revenir sur l'objet de fixation. Ouais. L'autre forme que j'évoquais, c'était donc d'amour altruiste. Donc là, c'est de générer, donc penser en général les yeux fermés, ça peut être plus pratique de d'invoquer, on va dire, l'image d'un proche pour lequel on a un amour fort, une Mm. volonté profonde qu'il aille bien et de voilà que des bonnes ondes, on va dire. Et donc, c'est de générer cette sensation d'amour, en fait, consciemment, volontairement envers cette personne, et puis l'étendre aux autres proches, et de maintenir justement le plus fort possible cette sensation comment dire, d'amour, en fait, de volonté que l'autre se porte bien, et après, bah, l'étendre de plus en plus. C'est basiquement ça l'exercice. Est-ce que par rapport à cette dernière pratique-là de méditation que tu expérimentes, t'as pu sentir une différence dans ton rapport aux autres, même en termes de patience, de tolérance, de choses comme ça? Oui, je pense. Alors, comme j'ai dit, par contre, c'est l'une des plus récentes que j'ai pu vraiment mettre en place, travailler. Donc, les effets sont encore discrets, mais de toute Mm. façon, c'est quelque chose qui vient avec la pratique. Mm. Mais oui, je, pour moi, la qualité de présence et puis la capacité à recevoir justement et à être dans une posture, bah, en tant que thérapeute, c'est très bénéfique. Mais même au niveau des proches, je pense ouais, que ça a changé mon rapport aux autres et ouais, je pense c'est encore en mise en place, on va dire. Oui, non, mais c'est vraiment intéressant. Pour faire un lien avec la suite, est-ce que toi, tu as déjà pensé potentiellement ou eu l'envie de faire une retraite Vipassana? Oui, 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 complètement. Mais j'ai pas pu C'est le dans faire encore. les- Mais j'ai hâte d'entendre la suite, justement le retour en deuxième partie pour ça. Ouais. C'est quelque D'accord. chose Ouais, qui parce me que tentait vraiment parce que c'est différent de méditer seul et de méditer déjà dans un cadre bah, de retraite. En plus, on peut faire des méditations. Je suppose qu'il a médité pendant des moments beaucoup plus prolongés que moi j'ai pu faire seul, où j'ai dépassé l'heure de temps en temps. Mais c'est pas tous les jours que je vais dépasser l'heure de méditation d'affilée, quoi. hmm. Mais je pense que peut-être le cadre aide un peu à surpasser ça. Alors juste une Ah, dernière oui, question, puis après oui. on va inviter.
Antoine. Alors, est-ce que tu disais que tu méditais aussi en marchant? Je pensais qu'on pouvait que méditer assis ou allongé. Le principe de la méditation en marchant, elle va être similaire en fait à celle sur le souffle. Et c'est d'ailleurs, j'en ai pas parlé finalement, mais au niveau de la course à pied, c'est aussi ce qui m'a aidé à m'y mettre sérieusement. En fait, Ok. en se concentrant sur la sensation des pieds, de l'appui des pieds au sol, et en restant dans juste dans cette présence-là, c'est ce qui m'a permis moi d'aimer la course en fait, parce que j'aimais pas ça du tout, je supportais pas ça. Et juste le fait de rentrer un peu dans cet état de conscience modifié, ça m'a vraiment fait aimer la course. Et donc pour la marche, la méditation en marchant, c'est exactement ça. C'est juste on se concentre sur la sensation des pieds qui touchent le sol avec la modification des appuis. On marche doucement, c'est le principe, pour sentir en fait l'appui progressif du pied sur le sol, pas venir aplatir le pied et faire un pas puis l'autre. C'est pas ça l'exercice. Donc ce sont des pas en général qui sont pas grands. On va pas marcher sur des longues distances. Ce sont pas des marches rapides. C'est très lent et ça permet en fait justement quand on commence à en avoir marre d'être assis. Enfin moi c'est comme ça que je l'utilise. Quand j'en ai marre de rester assis et que j'ai un objectif de temps qui est plus long, Mm. bah si un jour je vois que vraiment mes pensées viennent encore et encore quand je suis assis, des fois méditer en marchant ça permet de d'aider. Ok. Non, mais c'est super. Là, je pense que les gens ont plein de conseils à appliquer. Félicie, encore plein de questions. Est-ce que oui, on pourra faire un épisode 2 Avec plaisir. complètement et même peut-être, oui, voir quelque chose un peu concret, voir présenter une routine, des choses pour accompagner un peu les gens Ouais, qui aimeraient s'y mettre, ça pourrait être chouette. ouais, carrément. Et, oui, oui, s'il y a de la demande, encore plein de questions, on pourra faire un épisode 2. En tout cas, merci beaucoup à toi, Flavien, Ah, d'être merci pour venu l'invitation. avec nous et avec plaisir pour plus tard dans ta vie de thérapeute, que tu nous rapportes futures expériences. Avec plaisir. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis voilà, Oui. j'attends la suite avec impatience. Il n'y a pas d'erreur technique. Là, ça va être une transition technique. C'est mon Je te moment laisse, je te compliqué. laisse faire. Merci à toi, Bonne soirée. Sarah. Hey, Salut Lucille, tu vas bien? ça va et toi? Oui, bah, merci à toi donc de venir nous faire un échange. Donc comme on disait en première partie, donc Flavien qui est ostéopathe nous a un peu parlé de sa pratique de la méditation, comment il le mettait en place en tant que thérapeute avec les patients. Et donc toi c'est tout autre chose parce que tu as fait du coup une retraite vipassana là, il y a pas longtemps. Mhm. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement, parler Ouais, de ton parcours? ouais, carrément. Alors, je m'appelle Antoine, j'ai 27 ans. À la base, j'ai une formation d'ingénieur, donc différent du monde ostéopathique. Euh, Ça fait pas longtemps en fait que je pratique la méditation. J'ai découvert la méditation il y a à peu près 5 ans, mais j'ai jamais pratiqué de façon régulière. Et il y a quelques mois, j'ai décidé de me lancer dans cette retraite Vipassana. Et, c'était une des expériences les plus difficiles que j'ai faites. C'était très très dur. Mais c'est aussi une des expériences qui m'a le plus fait grandir et le plus fait apprendre sur moi-même. Et donc voilà. Ouais, donc ça veut dire qu'avant donc, de faire cette retraite qui est quand même un cadre et une mise en situation un peu intense, tu avais donc une pratique assez irrégulière. Est-ce qu'il y avait certaines formes de méditation, par exemple, qu'a pu évoquer Flavien, que tu pratiquais? Ouais, absolument. Donc, comme Flavien en a parlé, je pratiquais aussi la méditation en pleine conscience, c'est-à-dire prendre conscience des différentes sensations qui viennent. Et donc voilà, donc c'était vraiment assez basique. Et j'utilisais aussi une application qui s'appelle Waking Up, qui est d'ailleurs que je recommande. Euh, c'est similaire au Vipassana. Et donc en gros, ça instaure une pratique de méditation en se réveillant tous les matins.
qui consiste aussi à observer les sensations qui viennent et elle est très très bien faite. D'accord, donc ouais, c'est toi, enfin, c'est cette application-là en outil qui t'a un peu accompagné au début, enfin, dans ta pratique avant cette fameuse retraite, ok. Et Exactement. donc, du coup, est-ce que donc, tu es parti au Népal, il me semble, pour faire cette retraite? Est-ce que Ouais. tu t'y es préparé un petit peu? Alors pas du tout. Je suis vraiment allé sans préparation. Ok. Euh, Ils disent qu'il n'y a pas besoin de préparation. C'est vraiment, ils enseignent tout pendant la formation de 10 jours. Et à la base, je pense que j'aurais bien aimé être un peu plus flexible en fait en y allant. Pas forcément faire de la méditation avant d'y aller, mais plus faire des étirements et préparer mon corps en fait à pouvoir être assis pendant 10 heures par jour sans bouger. Ça faisait partie des difficultés de l'expérience parce que après, je sais pas vous, mais moi, j'ai du mal à être assis pendant si longtemps en tailleur et j'avais Oui. des douleurs dans le dos très fortes au bout de 7 heures par jour. Euh, Oui. et Oui, c'est déjà énorme. ouais, et du coup, la méditation qui consiste vraiment à être en pleine conscience et se focaliser sur ses sensations subtiles, ça rentrait un petit peu en difficulté avec justement ces sensations douloureuses. Oui. Et donc voilà, donc c'est ce que j'aurais aimé pouvoir préparer, mais j'y suis vraiment allé sans rien et ça a été très difficile, mais j'en suis sorti vivant. Tu es vivant. Et est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu déjà le cadre en termes de lieu et de population, à quoi ça ressemble? Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui peut-être voient pas trop ce que c'est. Ouais, absolument. Vipassana, donc en gros les retraites Vipassana, il y en a partout dans le monde. Il y a plus de 200 centres, je crois, à travers le monde. Il y en a plusieurs en France, il y en a 3 en France. Et donc, un, donc ils appellent ça un centre de méditation. Le centre en général, il est assez isolé des villes, donc il n'y a pas de bruit autour ou ouais, de bruit. Euh, il, le centre où je suis allé, il y avait 150 personnes qui y étaient, Mm. dont 10 Français en fait. On D'accord. était 10 Français, il y avait des Italiens, des Russes qui fuyaient la guerre du coup. Mm. Et il y avait pour la plupart des Népalais et des Indiens. Euh, et c'est assez minimaliste comme centre, c'est-à-dire que et ça fait partie aussi de l'expérience. Les lits, donc les matelas sont tout fins, ils sont pas forcément très confortables. Les douches sont assez froides. Euh, donc c'est assez minimaliste. Et donc il y a vraiment une partie dortoir, il y a une partie cafétéria et ensuite il y a une partie centre de méditation. Et toute la journée, en gros, on alterne entre ces 3 localisations. Et Parce que donc, ça a duré combien de jours? donc voilà, donc la retraite de méditation dure 10 jours. Ok. C'est 10 heures de méditation par jour. Et c'est un emploi du temps assez intense. On commence à 4 heures du matin et on médite 3 heures le matin. Ensuite, on petit-déj. Et ensuite, on médite comme ça avec des périodes de 2 ou 3 heures à travers la journée avec des pauses. D'accord. Et, euh, Et à la fin de la journée, on a ce qu'ils appellent le discours. On a un discours de, euh, de S.N. Goenka, c'est le fondateur du Vipassana, qui chaque jour enseigne une partie de la technique de méditation. Et, euh, et donc on a 2 repas par jour, matin et midi. Ensuite le soir, il y a pas de repas. Donc encore une fois, c'est assez difficile. Tu vas souvent te coucher en ayant un petit peu faim. Mais ça fait partie de l'expérience.
Et donc, tu évoquais le fait qu'il y ait donc 150 personnes à peu près, c'est ça? Euh, donc, tu vois ces personnes-là. J'imagine, est-ce que c'est un grand dortoir où enfin, tu côtoies vraiment tout le monde toute la journée? Est-ce que c'est... Ouais, c'est une bonne question. Donc, donc tu vois, les hommes et les femmes sont séparés. Donc tu vois les autres hommes au cours de la journée. La retraite pendant les 10 jours est entièrement silencieuse, donc il n'y a pas le droit de parler. Il y a quatre autres règles qu'il faut tenir compte. Donc il n'y a pas le droit de voler, il n'y a pas le droit de tuer. Donc quelle que soit le, l'être. Donc, si c'est un moustique, par exemple, qui est en train de vous Ah, piquer, il n'y a pas le droit de tuer le moustique. ah Donc, oui, donc c'est pas, peut-être la chose la plus difficile dans la retraite du ouais, patient au c'est final. pas facile. Euh, Pas le droit d'intoxication, donc pas d'alcool, euh, et pas d'activité sexuelle. D'accord. Donc pendant ouais, toute cette durée-là, ok. Et donc pas d'échanges verbaux avec les autres personnes, mais pas d'échanges visuels non plus. Parce qu'il y a pas, il y a beaucoup de choses aussi qui passent par le non-verbal. Est-ce que Ouais, c'est interdit aussi? c'est aussi interdit. Donc, ils appellent ça le silence noble. Et en Mm. gros, ça veut dire pas de communication, quelle qu'elle soit. Et en général, il n'y a pas le droit de regarder les gens dans les yeux non plus. Donc c'est Ouais. vraiment l'idée, c'est vraiment d'être isolé pendant 10 jours. Et alors moi, j'ai trouvé ça super. Je pense que ça a vachement ajouté à l'expérience parce que pendant ces 10 jours, il arrive qu'il y ait des moments qui soient plus difficiles que d'autres. Et vraiment être en isolation permet de confronter ses problèmes et en étant un peu en huis clos avec soi-même, ça permet de vraiment résoudre des problématiques qui peuvent être subconscientes euh, soi-même, sans pouvoir les externaliser. Donc ça force un petit peu le développement. D'accord. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et comment est-ce que toi, tu as vécu tout ça? Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, entre le premier jour où tu es rentré et puis au fur et à mesure, comment ça s'est passé? Par quel genre d'état, que ce soit physique ou émotionnel, tu as Mhm. pu passer? Ouais, alors les premiers jours sont les plus difficiles. Vraiment, alors passer de la vie normale à une retraite de méditation où personne ne parle, c'est assez bizarre. Donc, tu regardes autour de toi et tout le monde est vraiment dans son monde. C'était une expérience un petit peu bizarre au début. Euh, Au niveau de la méditation en soi, c'est assez difficile aussi parce que, comme Flavien le disait, euh, alors, les 3 premiers jours du Vipassana, on se concentre vraiment sur la respiration et sur les sensations qui se passent sur ce triangle ici, là. Et, euh, et donc, l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur les sensations, mais il y aura toujours des pensées qui vont venir. Et donc, l'exercice, c'est vraiment une fois qu'on prend conscience de la pensée, de l'observer sans réagir négativement par rapport à la pensée, juste Mm. l'observer et ensuite retourner sur les sensations. Et donc, au début, c'est pas quelque chose que j'avais eu l'habitude de faire. Donc, c'est beaucoup d'échecs. Et donc, il faut pas les percevoir comme des échecs, il faut juste en prendre conscience. Donc, c'est vraiment un exercice mental difficile. Donc ça fait partie de l'expérience. Ensuite, le quatrième jour, on commence le Vipassana. Donc la technique Vipassana de méditation consiste à en fait naviguer les différentes parties de son corps et d'observer encore une fois les sensations. Donc, donc on commence avec le haut de la tête et on passe environ 1 minute sur la tête à observer les sensations subtiles ou pas, qui peuvent surgir ou émerger à ce niveau-là. Ensuite, on descend sur le visage, ensuite sur le cou, et on navigue en fait toutes les parties du corps jusqu'aux pieds. Et donc on fait ça en fait, on répète ça pendant toutes les 10 heures, toute la journée.
et D'accord. toujours en gardant deux principes fondamentaux du Vipassana. Le premier, c'est que toute sensation qui émerge va demeurer pendant une certaine durée de temps, et ensuite elle va disparaître. Et donc vraiment se rendre compte que toutes les sensations sont impermanentes, sont temporaires, euh, et que voilà, donc une bonne sensation, une mauvaise sensation va venir et elle va passer. Le deuxième principe, ils appellent ça l'équanimité. Donc équanimité, ce que ça veut dire, c'est observer les sensations sans que l'observation vous affecte. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez une sensation désagréable, par exemple, en étant équanime, vous observerez cette sensation, donc cette douleur, par exemple, sans réagir à la sensation en vous disant ah c'est désagréable, euh, j'ai envie que ça passe, c'est trop chiant, etc., etc. Juste l'observer. Et pareil avec les pensées qui peuvent survenir. Donc une pensée qui survient, une fois qu'on en prend conscience, juste on l'observe, sans réagir et sans se dire ah j'ai raté, faut que je retourne à la méditation, que j'arrête de penser, etc. Juste observer. Et donc vraiment pendant les 10 jours, c'est ce qu'on fait. On observe et on prend conscience que toutes les sensations sont temporaires. Et l'idée derrière tout ça, alors ça c'est vraiment les enseignements du Bouddha, c'est que toutes les racines de la souffrance proviennent de ce qu'on appelle en anglais craving. Donc craving en anglais, ça veut dire avoir la dalle. Euh, Mm. donc avoir la dalle de désir ou de quelque chose qu'on veut. Donc la souffrance de l'humanité provient de cette sensation de dalle pour le désir. Mm. Et sa découverte, donc du coup le Vipassana, c'est sa technique à lui, c'est que en créant cet espace de conscience, on crée aussi de la distance avec cette dalle de désir, ce craving, et on prend conscience du coup de toutes les réactions inconscientes qu'on a, et donc on se libère de cette souffrance. Et, euh, et donc voilà, donc ça c'est vraiment la racine du Vipassana, c'est pour ça que les gens se mettent dans cette torture pendant 10 jours. Et, euh, Il y a et un voilà. objectif. D'accord. Alors, on a une question de Christelle. Comment tu qualifierais le avant-après cette retraite, outre la meilleure connaissance de toi que tu as évoquée? Ouais, alors je pense que vraiment cet espace de conscience qui est créé pendant la méditation, c'est vraiment le meilleur enseignement que j'ai pu en tirer. Hum, Et ça me permet au lieu d'être dans la réaction quand quelqu'un dit quelque chose et que ça peut me faire réagir directement, Mm. et que cette réaction, en fait, qui n'est pas forcément consciente, c'est juste des automatismes qui ont été créés euh, avec des modèles qu'on a hérités, par exemple, de nos parents. Euh, j'ai la capacité justement de créer plus d'espace et plus de conscience et de vraiment, euh, comme tu disais, avoir une meilleure connaissance de moi-même et plus pouvoir sonder en fait ce que ça fait vraiment au sein de moi, ce que je ressens par rapport à ce qui est dit, et de pouvoir vraiment avoir une conversation ou un rapport plus en conscience avec les gens que j'ai autour de moi. D'accord. Est-ce que du coup, après cette retraite-là, qu'est-ce que tu en gardes aujourd'hui? Est-ce que tu as, modifié des choses dans ta routine? Est-ce que du coup, tu as plus intégré la méditation dans ta vie aujourd'hui? Parce qu'avant, tu la pratiquais pas vraiment régulièrement. Mhm. Ouais, du coup, je médite 1 heure par jour, donc ça peut paraître beaucoup, mais je le fais première chose en me réveillant. Et ça, donc dans ma routine, c'est vraiment 1 heure que
j'ai en moins par rapport à avant, mais je vois en fait vraiment les bénéfices que j'ai au cours de la journée. Et c'est une heure que je regagne facilement en termes de distraction ou en termes d'anxiété que j'aurais pu avoir avant et que je n'ai plus. Euh, donc c'est du temps qui est gagné au final. D'accord. Alors, il y a Christelle qui demande sans ressentir de décalage immédiat. Est-ce que Christelle, tu parles du décalage? Est-ce que tu peux préciser ta question? Sauf si Antoine, tu vois de quoi elle Ah, parle. je suis pas sûr. Hmm. De décalage immédiat entre le côté action-réaction. Peut-être qu'elle est en train d'écrire. Ah oui, d'accord, peut-être un décalage entre la réaction. Donc en créant cet espace de conscience. euh, donc, donc ce que je comprends de la question, c'est peut-être qu'il y a un décalage de temps entre La mise à distance au moment de l'interaction. Ah voilà, oui, quand tu... Oui, ok. donc un temps de réaction une durée plus longue. C'est ça que Enfin, moi, je le comprends comme est-ce que, du coup, par exemple, quand tu as une interaction et que tu reçois quelque chose, du coup, la mise à distance au moment de l'interaction, si tu es en live avec quelqu'un, est-ce que ça crée un... Hmm, je pense que alors je pense que ça crée plus de rapprochement avec la personne en fait. Donc créer cet espace de conscience, ça peut prendre quelques secondes en plus. Et de vraiment sonder ce qu'on ressent et vraiment euh, ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Mais l'interlocuteur en face va voir qu'il y a vraiment un travail qui se fait ou vraiment un effort qui se fait dans la réflexion. Et donc la distance crée pas forcément une distance avec l'interlocuteur, ça crée vraiment une mise en conscience. Et je pense, enfin moi ce que j'ai pu vivre, c'est que la personne en face va aussi faire l'effort de, voilà, de faire une écoute active et de faire cet effort elle aussi. D'accord, oui, donc c'est-à-dire que toi, les effets et les outils que tu peux mettre en place, tu sens que même dans une interaction avec quelqu'un, même si la personne n'a pas fait la retraite Vipassana comme toi, elle se met aussi un peu dans ce même état que toi. Euh, Mhm. d'où le fait que tu te sentes plus connecté aux gens, ou en tout cas, tu es plus connecté à tes émotions, et donc du coup, dans tes interactions, tu sens que la distance n'est pas la même. Mm. Ouais, la distance n'est pas la même, il y a plus de conscience, il y a moins de réflexes, de modèles de pensée, il y a moins on parle de choses plus vraies. Et ouais, donc voilà. Alors ça, c'est une des conséquences de la retraite. Une autre, je dirais, ce serait vraiment mon rapport à l'anxiété. Donc, je parlais à mon frère l'autre jour et je lui disais comme quoi j'avais du mal à faire la vaisselle sans avoir un arrière-fond de musique ou un épisode d'un Mm. podcast ou quoi. J'avais du mal à juste faire cette chose en conscience euh, sans avoir un petit peu d'anxiété. Et, euh, donc voilà, donc mon rapport à la vaisselle est bien plus sain maintenant. Il a changé. Il a changé. Ça valait Euh, moins 10 jours de... ouais, ça m'a pris 10 jours pour me réconcilier à la vaisselle. Mais ça, c'est au cours de la journée, en fait. Il y a toujours des petits moments où je faisais un petit peu d'anxiété. Et mon rapport à cette anxiété est beaucoup plus sain. C'est Mm. comme si, ce que j'expliquais tout à l'heure avec passer 10 jours en huis clos avec soi-même, isolé des autres. C'est comme si j'étais forcé à réconcilier différentes parties de moi qui n'étaient pas forcément en accord. Et donc, cette réconciliation me permet d'être plus zen au cours de ma journée. Ah, c'est super. Il y a Félicien qui te demande si c'est paradoxal pour toi de t'être isolé 10 jours pour te permettre d'être plus proche des autres ou si ça te paraît au contraire évident. Hmm. Ouais, je pense que pour ressentir un lien ou pour être plus proche des gens autour de soi, il faut déjà avoir une bonne conscience de soi
Et, euh, et être isolé pendant 10 jours, ça permet ça permet ça. Moi, ça m'a vraiment permis d'avoir une meilleure conscience de moi. Est-ce que c'est paradoxal? Oui, c'est vrai que c'est paradoxal. Ouais, ouais. Après, quand on regarde les grandes figures historiques qui se sont isolées, comme par exemple Nietzsche, je sais qu'il partait pendant des mois et des mois en isolation. Euh, Beethoven, il était isolé avec le fait qu'il était sourd. Einstein aussi, il s'isolait pendant longtemps euh, pour, pour penser à des choses très profondes. C'est des gens qui ont pu vraiment créer un rapport très très fort avec le reste de l'humanité. Donc je pense que être dans la vie de tous les jours et réagir tout le temps aux choses mondaines de la vie t'éloigne peut-être des choses vraiment qui sont profondes dans la vie et te distancie du reste des gens autour de toi. Ouais, c'est vraiment hyper intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, j'en avais une autre. Est-ce que tu recommanderais cette expérience à n'importe qui ou à des personnes en particulier? Est-ce que toi, tu la Alors, recommencerais? ouais, alors, il y a des personnes en particulier pour qui cette expérience pourrait vraiment être un bénéfice. Donc, j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient des addictions, qui allaient à cette retraite. Notamment, il y avait deux Français qui avaient une addiction à la cigarette. Euh, et, et alors, ils l'ont fini il y a 2 semaines, comme moi. Donc, il n'y a pas une longue durée euh, qui est passée depuis qu'ils ont fini cette retraite, mais ils m'ont dit que ça leur a fait un bien fou. Il y a aussi beaucoup de témoignages qui disent que pour les gens qui sont addicts à l'alcool aussi, euh, ça peut aussi les aider énormément. Donc, tout ce qui est addiction. Sinon, est-ce que je recommanderais ça à n'importe qui? Euh, je pense que déjà, il faut avoir une sorte de curiosité par rapport à soi, une curiosité spirituelle aussi peut-être. Donc, non, je dirais pas n'importe qui. Je dirais les gens ouais, qui sont intéressés par la méditation, qui veulent approfondir leur connaissance d'eux-mêmes. Euh, et qui ont une sorte de curiosité spirituelle. D'accord. Et toi, tu en referais une? Ouais, alors la première fois qu'on le fait, on découvre en fait la technique. Mhm. Donc on découvre comment méditer de façon vipassana. Euh, un autre élément aussi que j'ai vécu pendant cette retraite, c'était que j'étais assez sceptique par rapport à l'institution Vipassana. C'est une institution spirituelle et il y a moi j'entends parler de beaucoup de sectes et d'institutions spirituelles voilà, qui utilisent leur pouvoir pour de l'argent, pour du pouvoir. On entend plein d'histoires comme ça. Donc j'étais un petit peu sceptique en rentrant dans cette retraite. J'ai été incroyablement surpris par l'intégrité de cette institution. C'est des gens c'est intéressant parce qu'ils utilisent vraiment les principes qu'ils enseignent dans la méditation au sein de l'institution Vipassana. Donc, tout le séjour que vous passez pendant les 10 jours est entièrement gratuit. Il est payé en fait par les gens qui ont fait cette retraite avant vous. Mhm. Donc, et c'est intéressant parce que ça crée une sorte d'espace d'humilité où toute la nourriture que vous mangez, les locaux dans lesquels vous restez sont entièrement gratuits. Donc, vous n'avez pas forcément à vous plaindre par rapport à la cuisson des légumes. Et ça vous. Ouais, donc ça pousse à rester humble. Et à la fin de la retraite, donc vous pouvez faire une donation, mais il n'y a personne qui viendra vers vous pour vous dire ah oui, vous devriez donner tant Mhm. d'argent ou même
les donations, c'est par la base, si vous voulez faire une donation. Il y a peu personne qui vous met de la pression ou quoi, donc et vous donnez ce que vous voulez. Et donc voilà, donc j'ai été très agréablement surpris. Euh, ce sceptisme, ça a créé une sorte de... je pense que ça a eu un impact légèrement négatif sur l'intensité de l'expérience, parce que j'étais un petit peu méfiant, donc j'étais pas aussi réceptif. Donc voilà, donc j'étais agréablement surpris, je le referai pour pouvoir vraiment pratiquer la technique de méditation mieux cette fois-ci. Et j'aurais plus cette idée de méfiance par rapport à l'institution. Ok. Vraiment, merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Je pense que ça va motiver plein de gens pour aller faire une retraite du Vipassana. Euh, Carrément. Je Est-ce vois qu'il y a... Félicien qui dit il y a des gens, go pour une retraite de 10 ans. Il y a des gens qui font des retraites de 60 jours, donc Ah 2 ouais, mois. Ouais. Ouais, moi j'ai fait dans les 18. mêmes conditions et 60 jours. Ouais, même condition, 60 jours. Ouais, C'est énorme. ouais, c'est fou. Même en termes de... Oui, parce que tu parlais de la douleur physique, même qui peut être quand même des fois assez intense. T'avais vraiment enfin, mal à rester assis comme ça toute la journée. 60 jours, ça doit quand même être... Ouais, c'est C'est incroyable. intense, c'est super intense. Ouais. Donc, et après, ils vont beaucoup plus en profondeur dans la technique. Mm. Donc là, je vous parlais des sensations à la surface de la peau tout au long du corps. Là, c'est plus des sensations vraiment au sein du corps, donc à l'intérieur, les muscles, les organes et même les os. Donc c'est bien plus poussé, mais, euh, mais donc voilà, moi je ferai pas 60 jours, je pense que je referai 10 jours, Ce mais, qui est euh, déjà... mais ça, ouais, c'est déjà bien, ouais. Tu as plein de retours et de gens qui te remercient. Je pense que tu peux les lire en même temps que moi. Ouais, bah, avec plaisir, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et merci Lucille pour cet entretien. Mais avec plaisir, merci à toi et de nous avoir accompagnés dans ce premier épisode de live méditation. Et oui, ça pourrait être intéressant, même comme avec Flavien, de refaire un point un peu dans quelques temps, voir comment tu as pu évoluer avec cette pratique, qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé, parce que j'imagine qu'il y a vraiment des effets qui se voient plutôt sur du plus moyen long terme. Mhm. Ça pourrait être intéressant. Ouais, absolument, avec plaisir. Et puis bah merci à tous ceux qui ont regardé les lives, qui ont posé plein de questions. Merci pour vos retours, votre indulgence avec les problèmes techniques de démarrage. Et puis bah, du coup, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Vu que je vois pas de questions qui émergent, je clôture. Et puis à très vite pour un prochain live. Bonne soirée.